Bonjour Loïc Penn. Oui, bonjour. Alors, vous êtes urgentiste à Creil dans l'Oise. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur ce live. Euh, D'abord, première chose, quelle est la situation actuellement dans l'Oise, qui est un des premiers lieux de contamination? Le premier, en fait. Le premier. On a, on bricole, c'est-à-dire que on reçoit les patients. Alors, on n'est pas submergé, mais on est contraint à ouvrir de nouveaux lits sur les hôpitaux. Alors bon, il faut bien mesurer qu'on a vécu une politique d'austérité pendant des années, donc ces nouveaux lits, il faut les créer sans le personnel adéquat, sans être complètement préparé. Donc, on le fait. Ce sera insuffisant, évidemment, par rapport à ce qu'on aurait dû être capable de prévoir si on n'avait pas déshabillé les hôpitaux. Mais néanmoins, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de débordement. Évidemment, c'est un gros travail. C'est un gros travail pour les services d'urgence, pour les services d'aval. Et puis, on a mis en place des files dédiées, c'est-à-dire que les patients suspects d'avoir le Covid-19 ne passent pas dans les urgences, mais vont sur un circuit à part. Parce que l'enjeu pour nous, il faut bien mesurer quand même, pour mémoire, que l'essentiel des cas de Covid-19, ce ne sont pas des gens qui sont dans une situation clinique grave. Voilà, l'essentiel des cas, ce sont des cas avec des symptômes modérés. Par contre, si on les fait passer dans les urgences, ils vont rencontrer nos patients habituels qui, eux, sont des situations cliniques graves, qui n'ont pas le Covid, mais qui ont des pathologies sérieuses, chroniques, et qui, eux, s'ils attrapent le Covid, risquent beaucoup. Donc, voilà, tout a été fait pour que ces populations se rencontrent le moins possible. De toute façon, ça va être le leitmotiv, se rencontrer le moins possible. Mais là, c'est très logique dans les urgences, et donc, voilà, on s'est organisé de cette façon-là. D'accord. Comment les salariés, le personnel des hôpitaux aujourd'hui se sent? Enfin, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Comment vous entrevoyez les jours qui viennent? Le personnel, vous savez, le patron, il fait son boulot, voilà. Il fait son boulot comme il l'a toujours fait. Ça ne change pas. Par contre, oui, c'est plus fatigant et il y a de la colère. Il y a de la colère parce que, bon, enfin, franchement, Creil doit être un des premiers hôpitaux en grève, puisque la grève a commencé fin janvier 2019 à Creil. Voilà, fin janvier 2019. L'essentiel des hôpitaux ensuite, les hôpitaux parisiens, ont débuté en mars. Mais c'était sur les mêmes questions d'austérité, de moyens, de demande d'aide sur des structures qui aujourd'hui n'étaient plus dotées pour fonctionner normalement, remplir normalement les missions qui sont les nôtres. Donc évidemment, la colère, elle est quand même forte parce que se retrouver un peu plus d'1 an après avec une épidémie, alors évidemment qu'on n'avait pas vu venir, personne n'a dit « Ah, vous l'avez bien dit ». Mais enfin, ça fait quand même très longtemps qu'on disait attention, parce que si de nouveau on vit une canicule, si de nouveau on vit un H1N1, on est encore moins bien qu'à l'époque pour prendre en charge les gens. Voilà, on avait porté ce discours, et c'est vrai qu'avoir 1 an de manifestation, 1 an où les gens se sont battus, et puis finalement rien n'a changé, il y a une espèce d'autisme par rapport à la situation, puis là maintenant vous êtes les héros du quotidien, ça passe moyen quand même. Après, c'est pas ce qui va empêcher les professionnels de santé, les personnels des hôpitaux de faire le travail. La rancune, elle se joue pas contre la population, là, elle se joue contre des décisions qui n'ont pas été les bonnes. Maintenant, il n'y a plus personne qui peut dire que c'était une bonne idée de mépriser comme ça les alertes de tout le personnel hospitalier en France. D'abord les urgences, mais ensuite tout. Ah, Arriver à cette situation un petit peu pénible. d'accord, on a été légèrement coupé. Juste reprendre la fin de la phrase. Vous disiez, on est arrivé dans une situation pénible. C'est dû aux restrictions budgétaires. C'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Oui, je disais que cette situation est vécue comme injuste parce que les alertes ont été lancées. Bon, mais après, on va pas. C'est pas le moment de. Oui. Si ça ne va pas nous empêcher de travailler, ça va empêcher personne de travailler, de faire tout ce qu'on peut pour accueillir tous les patients qu'on auront besoin. On ne va pas polémiquer là tout de suite. Par contre, on va discuter quand même une fois que cette épidémie sera passée, parce que pas question de recommencer cette situation. Il va falloir répondre à ce qu'on a dit depuis plusieurs années, particulièrement l'année qui vient de s'écouler.
Alors, si on parle de maintenant, Emmanuel Macron a annoncé depuis jeudi une série de mesures en direction de l'hôpital pour aider les hôpitaux. Est-ce que vous avez vu des choses arriver depuis ces annonces ? Il n'a pas fait d'annonce. Très sincèrement. Il a dit qu'il mettrait tous les moyens. Tous les moyens seront mis. Que voilà. Je ne sais pas combien, je ne sais pas comment. On constate, nous, la difficulté à avoir le matériel de protection, les masques, les surblouses. On est de toute façon dans une situation qui ne pourra pas se régler immédiatement, quoi que dise, quoi que fasse d'ailleurs le gouvernement et le président de la République, puisque il y a des choses qui n'ont pas été faites avant qu'on ne va pas rattraper. On ne va pas former des infirmières là en 2 secondes, on ne va pas former des médecins en 2 secondes, on ne va pas tout de suite faire arriver du matériel. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire tout de suite, c'est abandonner la dette des hôpitaux, nous redonner du souffle financier pour qu'on puisse payer les fournisseurs, payer des intérimaires, payer des infirmières qui vont faire des heures supplémentaires. Voilà, et là, il serait bien de les payer, pas de leur dire récupérez-les quand vous pourrez. Et puis, c'est pour l'instant, alors même si ça c'est bien la mise en place de la garde d'enfants, il y a quand même des gens qui vont avoir des frais de garde parce que certains ne vont pas rentrer dans ce processus. Là aussi, ce serait bien d'aider tous ces gens. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu d'annoncer assez vaguement des moyens pour l'hôpital, mais que vraisemblablement, pour le moment, vous ne voyez rien de très concret, et que de toute façon... C'est injuste. Il l'a annoncé là. Oui, bien sûr. Donc, ça ne peut pas arriver maintenant. Donc, évidemment, je ne vois rien de concret. Simplement, on n'a pas non plus noté d'engagement chiffré. C'est-à-dire, on a dit qu'on débloquerait des milliards pour les caisses des entreprises qui seraient en faillite, qu'on reporterait les cotisations sociales, qu'on reporterait les impôts. Nous, on ne nous a pas dit grand-chose de très concret. On nous a dit on fera tout. Bon, en même temps, on a quelques raisons d'être toujours un petit peu méfiants. Ça fait quand même 1 an qu'on dit que... il aurait fallu augmenter l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, et là il faut 5 milliards rien pour conserver l'existant de l'hôpital public. On nous rajoute là 260 millions, c'est la seule annonce qu'on a eue par le ministre de la Santé, Olivier Véran, mais on nous avait retiré 600 millions sur le dernier ONDAM, quoi. C'est quand même ça la réalité, donc c'est pas suffisant. Moi je ne demande pas une augmentation de mon salaire, ça va. Par contre, ça ne va pas pour mes jeunes collègues qui sont embauchés dans l'hôpital public sur des salaires très faibles. Ça ne va pas pour le personnel paramédical. Moi, évidemment, j'ai 20 ans de carrière et je suis sur un échelon élevé. Ce n'est pas le cas général. Dans l'hôpital public, les salaires sont minables quand même pour ceux qui démarrent. C'est ceux-là qu'il faut aider à démarrer. Je ne dis pas qu'il faut augmenter les salaires des... je ne vais pas dire des vieux comme moi, quand même si vieux que ça, mais par contre, le salaire des jeunes embauchés, il faut vraiment l'augmenter. C'est comme ça qu'on fait de l'attractivité aussi. Alors, concernant les annonces faites par Emmanuel Macron hier sur le confinement de la population, est-ce que ce sont les bonnes mesures et pourquoi ? Oui, il a raison. Honnêtement, il a raison. Alors, ça arrive sûrement un peu tard, mais là encore, je ne vais pas polémiquer là-dessus parce que c'est compliqué. Moi, j'entends les gens, oui, il faut tout arrêter. Non, n'arrêtons pas tout, parce que si vous arrêtez les centrales électriques, les hôpitaux ne tournent plus. Si vous arrêtez l'alimentation, on ne sait pas comment nourrir. Oui. Ça s'est arrêté ou pas là ? Non, ça y est, ça continue. Ça a repris. Non, c'est bon. Donc, si on arrête l'alimentation, on ne sait pas comment nourrir les patients puis la population, parce que voilà. Si on arrête de garder les personnes âgées, on va avoir une vraie difficulté, parce que là, on aura d'autres pathologies qui vont se déclencher. Bref. Il faut des mesures de confinement. En fait, il faut le maximum de mesures de confinement. Il ne faut pas mettre le pays à l'arrêt. Parce qu'on ne peut pas mettre le pays à l'arrêt, y compris, vous mettriez le système de santé à l'arrêt. On n'est pas tout seul. On est dépendant de plein de choses. De nos fournisseurs, de l'électricité, du gaz, des fluides, de l'oxygène, des fabricants de médicaments. À un moment donné, voilà, c'est pas un truc autonome, l'hôpital. On fonctionne avec l'ensemble de la société. Par contre, en effet, là où il a raison, c'est que on n'a pas. J'ai entendu Michel Simès faire son mea culpa et dire j'ai pas été assez alarmiste, j'ai trop rassuré la population. Déjà, ça bouge de jour en jour quand même cette situation. Et ce qu'on avait sous-estimé sûrement, c'est la vitesse de contamination. Par contre, on entend beaucoup parler, oui, ça va faire des morts. La létalité reste faible de ce virus. Elle reste, c'est des personnes polypathologiques qui sont touchées.
il y a quelques jeunes, faut pas minimiser, personne n'est complètement à l'abri, mais l'essentiel, ce sont les patients âgés polypathologiques. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, quand on perd son grand-père ou son père, ça ne fait pas plaisir. Simplement, c'est eux qu'il va falloir protéger d'ailleurs en priorité. Simplement, la létalité reste faible et on la surestime sûrement encore un peu, parce que là, je regardais ce que disaient les réanimateurs de la Pitié-Salpêtrière qui nous disaient entre 0,9 et 1,1 de létalité, donc 0,9 et 1,1%. Mais en même temps, on sait très bien qu'on a au moins 50% de patients, parce que maintenant on a un retour là-dessus de Chine et particulièrement du Japon, 50% de patients qui sont asymptomatiques. Voilà, ceux-là on ne les compte pas déjà, hein, parce que là on nous donne des chiffres tous les soirs, on ne compte pas ces patients, on ne compte pas tout le monde, parce que pour l'essentiel on ne fait pas les tests, hein, on ne peut pas faire les tests à tout le monde, donc on ne sait pas combien en fait on a de patients contaminés. Et on est en train de compter la létalité sûrement sur un dénominateur qui est extrêmement faible. Donc on va peut-être encore baisser. Mais notre problème, c'est pas ça, parce que les gens se sont dit, bah voilà, il y a plus de morts. Non, c'est pas ça. La question qu'on doit se poser, c'est combien de patients contaminés ? Parce que ça pourrait être 0,1, ce sera plus haut, mais ça pourrait être 0,1. Si vous avez 30 millions de patients, ça commence à faire du monde. Voilà, c'est bien ça qu'il va falloir à chaque fois penser. Donc, la logique qu'on défend aujourd'hui, c'est de dire ralentissons, diminuons déjà le nombre de contaminés si on peut encore le faire, et ralentissons la propagation. Or, vu la contagiosité de ce virus, particulièrement sur les lieux clos, c'est pour ça qu'on a limité les rassemblements, pas assez sûrement au début, de façon un peu incohérente, mais parce que voilà, on tâtonne aussi. Mais maintenant, il faut prendre des choses à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'il faut limiter les contacts avec les autres. Alors c'est pénible, hein, on a tous conscience et c'est difficile, mais c'est ça qu'il va falloir faire, pas autre chose. Pour beaucoup surtout de jeunes gens qui veulent sortir, qui veulent faire la fête, qui veulent s'amuser, et c'est de leur âge et on comprend, c'est dur parce qu'ils peuvent avoir le sentiment qu'en effet, on leur impose un truc très dur alors qu'ils ne vont pas faire la maladie, pour l'essentiel d'entre eux. Même si, je le disais tout à l'heure, il y aura sûrement quelques cas. Mais il faut bien qu'ils comprennent, hein, autour d'eux, il y a leurs parents, il y a leurs grands-parents, et ils peuvent être contaminants. Voilà, ils peuvent, sans l'avoir voulu, bien évidemment, c'est pas un discours culpabilisant que je veux donner, hein, c'est juste bien comprendre les choses. En allant voir les grands-parents après avoir fait la fête et s'être contaminés, être responsable, j'aime pas le mot parce que ça fait très accusateur, mais être la cause finalement d'une contamination de quelqu'un qui est fragile. Alors, le confinement, le président dit ça va durer au moins 15 jours, enfin en tout cas c'est parti pour 15 jours dans un premier temps. Est-ce qu'on sait à peu près combien de temps il faut pour ressentir les effets du confinement ? Est-ce que ça peut durer plus longtemps en fait ? Oui, déjà, on a une phase d'incubation du virus pour l'instant c'est une fourchette, c'est un râteau, c'est de 2 à 12 jours. Donc voilà. Où on l'a attrapé, on n'a aucun signe. Peut-être d'ailleurs qu'on n'en aura jamais. Pour 50%, il n'y en aura pas. Mais les autres, ça va commencer à partir de 2 à 12 jours. Donc il faut bien imaginer qu'un confinement de 15 jours, on va tout juste avoir le début des cas qui sont confinés. Voilà. Et après, il y a la maladie. La maladie, elle durerait, parce que là encore, on tâtonne encore un peu, mais quasiment une quinzaine de jours. Donc on est sur un volet de 3 semaines, 1 mois. Donc on peut déjà dire que sous les 3 semaines, 1 mois, le confinement va être insuffisant. Alors après, est-ce qu'il faudra aller encore plus loin ? Pour l'instant, on ne sait pas du tout. Voilà. On n'a que le recul de la Chine, qui a réussi à casser sa courbe. Ils ont eu une courbe exponentielle de contamination, puis ils ont réduit. Le début, c'est début décembre. Ça s'est arrêté récemment. En gros, ça a arrêté 3 mois. Donc voilà. Alors, je ne dis pas qu'il va falloir confiner 3 mois. De toute façon, nous ça fait 1 mois que ça dure. Donc, mais 15 jours, ça ne paraît pas raisonnable. Enfin, après, j'entends. Moi, je ne suis pas un ami d'Emmanuel Macron, mais j'entends que c'est difficile d'annoncer des choses pareilles. Donc après qu'il ait annoncé 15 jours, ça peut s'entendre. Voilà. Simplement, il va falloir petit à petit bien se comprendre sur le fait qu'on a une phase à passer là, qui va protéger collectivement la population. Voilà. Il ne faut pas raisonner individuellement sur cette épidémie. La plupart des gens individuellement n'auront rien. Oui.
Mais dans leur famille, ils peuvent avoir des choses. Mais dans leurs amis, ils peuvent avoir des choses. Et cette logique de limiter les échanges, c'est vraiment protéger nos aînés, protéger les plus fragiles dans notre société. Alors, on parle de problèmes graves actuellement dans l'Est de la France. Est-ce que vous avez un retour sur ce qui se passe exactement dans les hôpitaux dans l'Est de la France? Dans l'Est, j'ai un retour, à mon avis, le même que le vôtre, parce que j'ai un retour dans les médias. Voilà. Ouais. Et à part un membre de ma famille qui est dans un hôpital, voilà, qui disait, qui d'ailleurs était en stage dans un hôpital et qui a dû arrêter son stage. Où en effet, voilà, la question c'est que on a déjà des réanimations qui sont visiblement pleines, on a un nombre de cas qui dépasse nos capacités d'accueil. Parce que finalement, c'est ça aussi la logique du confinement. On va essayer de diminuer le nombre de patients atteints, on va surtout essayer de diminuer la vitesse à laquelle ils sont atteints. Parce qu'on peut régler une bonne partie des patients graves si on a des lits de réanimation ou de soins intensifs. Si on a 1000 patients atteints en une journée, à Creil, impossible. Voilà. Si par contre on l'étale sur 20 jours, voilà, là ça fait 50 par jour, c'est possible. Et là on va réussir à prendre en charge des gens qu'en une journée on n'aurait pas réussi à prendre en charge. Donc c'est ça aussi, c'est ne pas déborder nos capacités de prise en charge de la population parce que notre système de santé, alors on n'aurait sûrement pas, même dans les meilleures conditions, été capable de prendre 1000 patients au jour, ça c'est pas ce que je dis, mais par contre il n'est pas dans les meilleures conditions, il est déjà très dégradé pour toutes les raisons que j'ai évoquées en début de discussion, et donc là il faut vraiment du coup avoir une logique de diminuons les arrivées, les flux dans le système hospitalier pour nous permettre de prendre en charge les gens très correctement. Alors, il y a beaucoup de monde qui suit ce live là, actuellement. D'ailleurs, on vous remercie. Il y a plus de 500 personnes en continu et des questions qui viennent. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions et des réactions. Là, par exemple, cette réaction, mais on va aller où comme ça? C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la durée du confinement, sur la nécessité de ce confinement, sur aussi l'issue de ce confinement. Comment on peut rassurer la population aujourd'hui sur le fait que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, oui, il y a évidemment de grandes chances qu'on sorte de cette crise sanitaire. Mais on va en sortir. C'est pas. On est sur. Voilà, on n'est pas en guerre. C'est ça que j'ai pas aimé dans l'intervention du président Macron. On est en guerre. On n'est pas en guerre. On est sur une crise sanitaire qui demande, au contraire de la guerre, beaucoup d'intelligence, beaucoup de solidarité, beaucoup de discussion et d'explication, de choses simples. Parce qu'en effet, guerre, voilà, c'est les magasins aujourd'hui qui ont été pris d'assaut, c'est des mouvements de panique. C'est vraiment pas, à mon avis, Alors je comprends l'idée de jouer sur le registre émotionnel pour foutre un grand coup, attention, confinez-vous. En même temps, c'est jamais bien bon de jouer sur le registre émotionnel, mieux vaut jouer vraiment sur l'explication et l'intelligence. On va devoir le répéter parce que c'est dur de passer le cap émotionnel. On est quand même, il y a une espèce de mouvement de panique et on peut le comprendre. C'est pas là non plus un jugement, mais on a là un virus avec une létalité pour l'instant imparfaitement connue, sûrement plus forte que celle de la grippe. On pensait que ça allait aller vers la grippe. Ce sera sûrement plus fort, mais ce n'est pas non plus du tout le virus Ebola ou la peste noire. Voilà. OK. La problématique, c'est le nombre de patients contaminés, qui peut faire beaucoup de cas graves, voire de décès, et la vitesse à laquelle ça se propage, parce que ça pourrait saturer le système de soins que nous avons en ce moment en France. Voilà l'ensemble de la problématique posée. Et à partir de là, la logique, puisque nous n'avons pas de traitement, parce que c'est ça le problème, nous n'avons pas de traitement, c'est un virus émergent qu'on ne connaît pas parfaitement, personne n'a prétendu connaître parfaitement la situation et l'avenir, donc on n'a pas de traitement, on ne le connaît pas parfaitement, donc il faut le ralentir. Et donc la seule solution qu'on ait pour l'instant, c'est finalement d'éloigner les gens les uns des autres pour qu'ils ne se le refilent pas. C'est aussi simple que ça. Après, je ne suis pas voyante extra-lucide. Je disais c'est un virus émergent, donc je ne sais pas. L'idéal, ce serait que ce soit un virus saisonnier comme la grippe et qu'avec les beaux jours, il s'arrête. Voilà, ça, ce serait l'idéal. Mais je ne suis pas voyante extra-lucide. Pour l'instant, on ne le sait pas, puisqu'on ne le connaît que depuis début décembre. On n'a pas vécu de printemps avec ce virus. Donc si ça arrive, tant mieux, sauf qu'on ne va pas compter sur ça alors qu'on ne le sait pas.
on va prendre des mesures de protection collective de la population, et la mesure de protection qui est rapportée par le président Macron et par Castaner, son ministre de l'Intérieur, c'est bien de confiner. Ils ont raison. Je ne le dis pas souvent, voilà, mais là, ils ont raison. C'est cette logique qu'on doit défendre, et ça, c'est une cause qui n'est pas une... Enfin, voilà, c'est de la science, c'est logique. Donc, il faut appliquer ça. Il y a même un... Moi, j'ai rencontré des gens, encore, voilà, qui voulaient me serrer la main. Aimablement, c'est pas même pas par provocation, mais qui n'y croyaient pas. C'est fou, hein, parce que là, quand même, on ne cache pas les choses. On a de l'information, alors de l'information parfois très anxiogène, hein, ce décompte du nombre de cas et du nombre de morts. Si on faisait ça pour la grippe saisonnière, tout le monde serait très terrorisé, hein, parce que la grippe saisonnière, c'est une dizaine de milliers de morts par an. Pour l'instant, on n'est pas du tout à cette situation avec le coronavirus, même si, attention, on peut l'atteindre. S'il y a beaucoup de contaminés, on peut même la dépasser. Mais si on avait fait ce décompte pour les grippes, tout le monde serait terrorisé. Donc il y a un petit côté, en effet, anxiogène à la façon dont on diffuse l'information. Mais en même temps, si on ne la diffuse pas, il y a un petit côté, vous faites de la rétention, il y a un complot. Donc c'est très difficile de trouver le juste équilibre à chaque fois. Donc là, j'essaye de donner moi, les éléments que je connais. Hein. Quand je ne les connais pas, je le dis. Voilà, parce qu'il y a des choses où, en effet, c'est d'ordre de recherche en virologie. Ce n'est pas du tout mon niveau. Hein. Moi, je suis urgentiste. Je constate les choses sur le terrain. Et puis, j'écoute mes collègues aussi, quand même, on discute. Mais voilà, on va avoir une sortie de cette crise dans 2-3 mois. Je ne le sais pas encore. L'idée, c'est qu'on en sorte avec le moins de dégâts possible, c'est-à-dire que nous conservions nos aînés le plus possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour ça, il va falloir en effet y croire déjà, écouter ce qu'on dit, refuser cette logique de complotisme comme quoi ce serait une manœuvre pour annuler les élections, faire oublier la réforme des retraites ou je ne sais quoi. On peut discuter du cynisme avec lequel le 49.3 a été annoncé juste après la réunion sur le Covid. J'en ai été particulièrement choqué. Mais voilà, c'est pas le problème. Le problème, c'est que le Covid, il existe. Et il ne faut pas tout interpréter de façon complotiste. Là, il faut bien rester sur cette logique sanitaire. On a un virus qui est très contagieux. Évitons la contagion parce que nous n'avons pas de traitement pour l'instant. On aura sûrement un vaccin l'an prochain. Voilà, c'est très probable, sauf que ce sera passé. Alors après... le vaccin, il faudra quand même l'utiliser parce qu'il est possible que ce Covid persiste et soit dans notre bol de virus hivernaux, comme la grippe, comme le virus respiratoire syncytial. Ça, c'est un avenir possible. Alors, dans les réactions et les questions qui viennent, il y a cette idée que, alors si j'ai bien compris, le message, c'est vraiment il faut se confiner au maximum pour éviter les échanges et la circulation du virus. En même temps, on ne peut pas confiner complètement le pays. On doit encore laisser un certain nombre de choses fonctionner. On le voit depuis ce matin, il y a quand même une grosse confusion. Et chez certains, l'inquiétude, il y a des gens qui restent confinés, d'autres qui vont travailler, parfois qui ont demande d'aller travailler, comme des gens qui vont travailler sur des chantiers, par exemple, alors qu'on pourrait penser que ça pourrait être différé. C'est quoi le message aujourd'hui ? C'est quand même d'essayer au maximum de rester chez soi et de ne réserver les déplacements qu'aux personnes qui sont absolument indispensables au quotidien. En fait, c'est confiner le plus possible, limiter le plus possible les contacts. Par exemple, si vous sortez pour aller faire un jogging tout seul, ça ne me gêne pas, moi. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de contact. Si vous restez à la maison, parce que je suis tombé sur un de mes patients qui avait carrément enfermé sa vieille maman à double tour. Il faut quand même aller dans le jardin, quoi. On ne va pas choper le truc dans l'air comme ça. C'est un confinement, c'est pas je me calfeutre, c'est je n'ai pas de contact avec d'autres personnes, enfin pas de contact direct qui pourraient me transmettre un virus ou à qui je pourrais transmettre un virus si je suis important. C'est ça la logique. Donc après, pour ceux qui sont obligés d'aller travailler,
tous les soignants, mais aussi, je disais, les électriciens gaziers, les pompiers, la sécurité civile, les policiers, les producteurs alimentaires et les distributeurs, il va falloir continuer à manger. Tout cela, c'est des gestes barrières. C'est-à-dire que Oui. je ne termine pas sur mon voisin, je ne crache pas dessus, je me lave les mains. Si je tousse, je porte un masque et je consulte, parce que si j'ai de la fièvre, par contre, je sors de ce travail même indispensable. C'est toutes les... Enfin, je ne vais pas refaire tous les gestes barrières, on l'a dit à de multiples reprises, vous avez ces consignes sur des affiches partout, sur les sites du gouvernement, donc il faut appliquer ça. Mais il faut en fait, le plus possible, limiter les sorties et le travail à ce qui est impératif. C'est-à-dire qu'on ne va pas fermer les hôpitaux, on ne va pas fermer l'alimentation, on ne va pas fermer les pompiers. Par contre, en effet, les magasins d'habillement, on peut différer peut-être un peu. Voilà, c'est pas utile d'aller tout de suite acheter le dernier pantalon. Parce que, personne n'est cul nu aujourd'hui. Vous pouvez mettre encore les fringues pour quelques temps. De la même façon, je ne sais pas si les constructions, c'est très intelligent de les continuer tout de suite. Parce que c'est pas une urgence. Là encore, je pense, alors moi je ne suis pas au gouvernement, mais si en effet on n'a pas arrêté ça, je pense qu'il faut l'arrêter et expliquer tout simplement que les pénalités de retard éventuelles que pourrait entraîner l'arrêt de ces chantiers doivent être différées, repoussées dans ce contexte exceptionnel, parce qu'on a un contexte exceptionnel. Donc il faut protéger le tissu économique de notre pays, c'est une évidence, parce qu'on en aura besoin, mais là encore, il y a des décisions gouvernementales qui peuvent se prendre là-dessus. Alors, vous parliez tout à l'heure des élections municipales. Agnès Buzyn a déclaré dans Le Monde, s'est livrée au Monde, et elle dit ceci. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais car je savais que la vague du tsunami était devant nous. Elle parle de tsunami. Je suis parti en sachant que ces élections n'auraient pas lieu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Une espèce de sidération, je l'avoue. Ou bien elle déborde complètement sur ce qu'elle voulait dire, ou l'interprétation en est fausse. Voilà. Si vraiment elle veut dire ça, si vraiment elle veut dire je savais qu'on allait avoir une catastrophe et j'ai pas alerté, j'ai laissé les élections municipales se tenir alors qu'elles sont probablement un vecteur de contagion, elle était ministre de la Santé, elle prend cette décision, les bras m'en tombent. Voilà, pour moi, jusqu'à maintenant, et j'ai entendu des confrères, moi-même j'ai relativisé des choses, parce que, y compris, c'est jamais simple de dire complètement les choses en étant un peu rassurant. C'est ce que je disais tout à l'heure, la communication, elle n'est pas simple. Mais voilà, si on sait les choses, si on sait qu'à un moment donné, des mesures peuvent sauver de la contamination, et donc de formes graves ou de formes mortelles, une partie de la population française, on les prend. Enfin, là, je ne sais pas, ou alors on fait autre chose. Donc, j'ose espérer que ce que vous rapportez du Monde, alors j'en ai lu une petite partie, mais est une interprétation où a dépassé sa pensée. Parce que sinon, je trouve ça extrêmement grave, très sincèrement, j'ai du mal à comprendre. Alors, revenons aux questions matérielles, concrètes, on va dire. Faut-il porter un masque ? Nous demande nous pose-t-on comme question. Si on tousse, oui, parce que sinon on risque de contaminer les autres. Après, vous pouvez porter tous les masques de la Terre, même le masque de Zorro si vous voulez, ça ne va rien changer. Les masques chirurgicaux ne protègent pas du Covid. Voilà. Oui. Tout comme le foulard, rien ne protège du Covid comme ça. Les seuls qui ont une efficacité à 90%, j'ai oublié très sincèrement, mais une vraie efficacité, ce sont les masques FFP2. Les masques FFP2, ce sont des masques que les soignants utilisent au contact de patients potentiellement contaminants. Là, oui, ça a du sens. On a quelqu'un en face de nous qui a probablement ou certainement le virus et on essaye que le personnel ne tombe pas malade parce qu'en effet, là, on serait dans une autre forme de catastrophe si... D'ailleurs, c'est ce qui avait commencé à être fait au début. À Creil, on avait confiné l'ensemble des gens en contact avec les patients avec le premier patient Covid. Alors, résultat des courses, on avait fermé la réanimation. On était quelques-uns à s'être alarmés en disant attention parce qu'on a toujours des gens avec des fractures, des gens avec des infarctus, des gens avec des AVC. On ne peut pas fermer le service de réanimation parce que là, pour le coup, on va tuer plus de gens que le Covid si on fait des choses comme ça.
Donc, il faut absolument que nos structures hospitalières fonctionnent, et donc que le personnel soit protégé. Ces masques FFP2 sont faits pour eux. Après, vous vous baladez dans la rue avec un masque FFP2, déjà, il faut bien savoir que sa durée d'efficacité, c'est 4 heures, donc il faudra en changer toutes les 4 heures. Et vous ne pourrez pas faire vivre avec ça, quoi. Nous, quand on l'utilise à l'hôpital, moi, je le mets pour aller voir les patients. Voilà. J'ai vu des patients à l'accueil dans les premières phases du Covid où on ne savait pas bien. Là, j'ai mis le masque FFP2. Par contre, même dans le couloir, je n'avais pas en permanence le masque FFP2 quand je ne m'approchais pas des gens. Parce qu'en plus, se respirer avec ce truc-là, c'est un cauchemar. Par contre, si vous toussez, si vous êtes malade, si vous avez des signes, le masque est impératif, le masque chirurgical. C'est pas qu'il va empêcher le virus de passer, mais le virus, c'est sur des gouttelettes. Et c'est ça qui est arrêté, en fait, par le masque chirurgical. Donc, c'est ça l'intérêt. Après, sinon, non, la seule solution, c'est pas le masque, c'est l'évitement des autres, finalement. C'est dur à dire, ça, hein, on a l'impression qu'il faut plus voir que la société est en danger, mais c'est temporaire. Il faut que temporairement, voilà, nos rapports sociaux soient plus distants. Et on peut se parler par Skype éventuellement, comme on est en train de le faire. Bon, merci beaucoup pour toutes ces explications. On reviendra certainement vers vous au fur et à mesure de l'évolution et des jours qui viennent pour, encore une fois, expliquer, faire preuve d'un maximum de pédagogie pour que le message passe bien et qu'on arrive ensemble à trouver les solutions, comme vous le disiez, dans la solidarité et l'intelligence. Merci. Merci à vous. On reste disponible. Je suis de garde jeudi, là. D'accord. L'urgence de Creil, donc à l'occasion, ce sera peut-être compliqué, ce sera avec un téléphone, si on doit se parler. D'accord. Très bientôt en tout cas, et merci, bon courage et à bientôt. Au revoir. Au revoir.